Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de faire un peu le point sur sur les cancers du sein hormonodépendants. On va voir un peu vite fait un peu de physiopathe, les différentes classes de médicaments et on va faire un cas clinique comme d'habitude. C'est un cas clinique qui est ultra récent et qui est assez pour le coup à la fois spécifique, mais à mon avis beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense dans la vie de tous les jours. Donc juste les dernières données sur le cancer du sein, donc c'est un peu bon, c'est la première cause de cancer chez la femme, c'est un peu moins de 60 000 nouveaux cas par an. C'est la première cause de mortalité chez les femmes et il faut se dire aujourd'hui que finalement ben une femme sur huit, on en est là, aura un cancer au cours de sa vie. Donc ça veut dire que bon la probabilité de ne pas connaître quelqu'un qui n'aura pas de cancer est quand même relativement faible. Vous connaissez, tout le monde connaîtra forcément, malheureusement, quelqu'un qui aura un cancer du sein au cours de sa vie. Mais est-ce que c'est problématique? Ben, les chiffres ont plutôt tendance à nous dire le contraire, hein, puisqu'aujourd'hui, vous avez plus de 85% des patientes qui, au moment du diagnostic, ont une probabilité d'être en vie à 5 ans. Ces chiffres-là, non, ont énormément avancé, vous pouvez le voir, hein. On a gagné en survie en l'espace de 20 ans. On est passé de 80 à 87 et on est toujours en cours d'amélioration puisque clairement, on diagnostique de plus en plus précocement. Donc oui, la mammographie, c'est indispensable. C'est bien parce qu'on fait les mammos que on arrive à repérer facilement la maladie. Et quand on repère facilement la maladie, on peut facilement la traiter avec des traitements qui sont beaucoup plus allégés que des traitements quand on a des formes avancées où il va falloir utiliser régulièrement chimiothérapie et autres traitements qui vont fatiguer la patiente. Alors, je dis la patiente parce que 99% des cancers du sein sont chez la femme, seulement 1% des cancers du sein sont chez l'homme, et le fait d'être de sexe masculin est de mauvais pronostics pour la maladie. On a du mal. Les stratégies thérapeutiques dans le cancer du sein chez l'homme montrent de moins bons résultats que celles employées chez les femmes. Euh, le plus souvent, c'est des cancers qui ont lieu à partir des canaux galactophores et moins fréquemment au niveau des lobules. C'est aussi pareil. Quand c'est canalaire, généralement, c'est plutôt de bons pronostics. Euh, mais, euh, mais voilà les deux grandes formes de cancer du sein. Et après, il y a une forme de cancer du sein qui est beaucoup plus rare. C'est les cancers inflammatoires. Et ceux-là, généralement, sont de mauvais pronostics parce qu'on n'a pas on a un arsenal thérapeutique qui est plutôt de mauvais et plutôt léger et pas très étoffé. Donc voilà les deux grandes catégories de cancer du sein. Donc aujourd'hui, nous, on s'intéresse aux hormonosensibles. Par chance, c'est les plus fréquents. C'est à peu près 70% et c'est ceux que l'on sait le mieux, enfin, pour lequel on a un arsenal thérapeutique qui est assez étoffé, développé et qui va encore s'améliorer au cours des prochaines années. Et deux autres types de cancers du sein, on va pas en parler, c'est les HER2 positifs et les cancers triple nég. Alors, les cancers triple nég, par définition, ils sont triple négatifs parce que on ne retrouve ni les récepteurs aux oestrogènes, ni à la progestérone, ni HER2. Donc, ça veut dire que ces cancers-là ne peuvent pas être hormonodépendants. En revanche, on peut avoir des cancers HER2 positifs non hormonosensibles et des cancers HER2 positifs hormonosensibles. On peut être à la fois RH+, HER2+, ou simplement RH+, ou simplement HER2-. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les RH+, aujourd'hui. Hop. Pourquoi ça tourne pas? Hop. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, vous voyez que en l'absence de traitement vous voyez que les cancers hormonosensibles à 8-10 ans ont un meilleur profil, un meilleur pronostic que les HER2 ou les triples négatifs. Parce que là, ce sont les courbes de survie au cours des années. Et donc, bon, avoir un cancer du sein hormonosensible, c'est plutôt de bons pronostics.
On fait un peu le point, juste un petit rappel sur la physiologie, pourquoi les stratégies thérapeutiques dans le cancer du sein vont différer entre avant la ménopause et après la ménopause. Bon, c'est parce que ben, forcément, la source de production des hormones n'est pas la même avant et après la ménopause. En effet, ce qui permet de produire des hormones chez la femme avant la ménopause, c'est principalement l'axe hypothalamo-hypophysaire avec la GnRH qui va, au niveau de l'hypophyse, générer de la FSH et de la LH qui va stimuler les ovaires et les ovaires vont produire les oestrogènes et les progestérones. C'est la principale source de production des hormones. Après, à la ménopause, ben, l'axe hypothalamo-hypophysaire, il est au repos et donc la source d'oestrogène va changer. Les oestrogènes vont venir à plus ou moins du tissu graisseux. C'est-à-dire que chez la femme, après la ménopause, la production d'oestrogène va se faire principalement par une enzyme, l'aromatase qui transforme la graisse de façon schématique, qui va transformer la graisse en oestradiol. Et c'est bien ce processus-là qu'il va falloir bloquer après la ménopause. Donc, avant la ménopause, l'anti-aromatase, ça sert à rien. C'est vraiment un épiphénomène qui participe à la production des hormones féminines. Après la ménopause, c'est l'aromatase qui est la principale source de production des hormones chez les femmes. Donc, quelles sont les médicaments que l'on peut utiliser dans le cancer du sein hormonodépendant? Donc, vous avez deux bloqueurs de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est la gozéroline et la leuproréline. Ce sont tous les deux des analogues de la LHRH. Et après, vous avez deux autres classes d'anti-hormones. Vous avez les anti-aromatases, dont vous l'avez bien compris, ceux-là ne seront utilisés que après la ménopause. Et vous avez ensuite les stratégies anti-œstrogènes avec les deux plus utilisés actuellement, le tamoxifène et le fulvestrant. Alors, le fulvestrant, lui, va pouvoir se retrouver, le tamoxifène va pouvoir être utilisé également chez la femme ménopausée, mais en deuxième intention si les anti-aromatases ne sont pas supportés par la patiente. Et le fulvestrant, lui, va pouvoir s'utiliser euh, également de façon indifférente entre avant et après la ménopause. Donc, tamoxifène Péros, fulvestrant injectable. Et on va voir un peu les quelques différences. Donc, bon, les analogues de la LHRH, ils ont également l'indication dans la prostate. Ça fait pour les deux, puisque de toute façon, dans les deux cas, on veut bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, c'est pas pour la même production d'hormones au final, mais c'est absolument la même physiologie, hein. Je fais une espèce de boucle de rétrocontrôle négatif, hein. C'est-à-dire que je vais inonder d'hormones, enfin d'agonistes le corps et naturellement, le cerveau va arrêter de produire de la LH et de la RH, qui va entraîner un blocage de la production de LH-FSH et donc plus de production d'hormones. Donc, les 15 premiers jours, vous avez finalement une libération d'hormones qui va se faire et après, hop, le fait d'avoir trop de LHRH dans le sang va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. On va faire une ménopause finalement thérapeutique, hein. Et comme l'axe hypothalamo-hypophysaire est au repos, eh ben derrière, il n'y aura plus de production d'hormones masculines ou féminines en fonction de l'utilisation. Et donc, il n'y aura plus d'exposition aux oestrogènes et à la progestérone pour les femmes. L'autre mécanisme d'action, donc, c'est on bloque la synthèse de l'hormone. Donc, on peut bloquer la synthèse de l'hormone par une action directement en empêchant les oestrogènes de se fixer sur leurs récepteurs. Donc, les récepteurs, on va en avoir à plusieurs endroits. Et généralement, c'est bien ce problème, c'est que quand on en a à plusieurs endroits, ben, c'est là où on va pouvoir avoir des effets indésirables, notamment des effets indésirables de nature osseuse. Et vous savez tous, hein, vous avez la petite particularité du tamoxifène qui est une prodrogue. Donc, en l'état, le tamoxifène est inactif. Il a besoin d'être métabolisé. Ces voies de métabolisation sont surtout le 2D6 et le 3-4. Donc là,
comme c'est une prodrogue, si vous mettez un inhibiteur du 3 à 4, vous allez empêcher la formation du métabolite actif et donc vous n'allez pas être efficace. Et au contraire, si vous utilisez un inducteur enzymatique, vous allez plus produire de prodrogue et donc vous allez potentiellement, je dis bien potentiellement, augmenter l'efficacité, mais vous allez surtout augmenter le risque de survenue d'effets indésirables. Donc, je vous rappelle, hein, inducteur inhibiteur enzymatique, quand c'est une prodrogue, c'est l'inverse de quand c'est un médicament directement actif, hein. Donc, on fait attention et en plus, souvent, nos patients ils sont sous antidépresseurs. Nos patientes, elles sont souvent sous antidépresseurs. Donc, paroxétine, c'est non. Fluoxétine, c'est non. Fluvoxamine, c'est non. On va plutôt utiliser la vortioxétine, la venlafaxine ou la mirtazapine en fonction de l'âge et des comorbidités. Bon, là, l'objectif, il est très simple, hein, c'est en empêcher la fixation de l'hormone à son récepteur. Et vous avez des inhibiteurs qui sont compétitifs. C'est le cas du tamoxifène. Il rentre en compétition et il est réversible au niveau de la fixation au récepteur. Et pour ce qui est donc ça, c'est le métabolisme du tamoxifène. Donc vous avez donc le tamoxifène, il peut être métabolisé si soit la première étape est par le 3 à 4 et après elle se fait par le 2D6, soit elle se fait d'abord par le 2D6 et après le 3 à 4. Et c'est l'endoxifène qui est le plus actif. Et globalement, c'est 10% de la quantité de tamoxifène qui est absorbée qui va être transformé dans ce métabolite actif, l'endoxyphène, qui est 30 à 100 fois plus, qui a 30 à 100 fois plus d'affinité et donc d'efficacité anti-œstrogène que le tamoxifène lui-même. Donc, c'est vraiment l'endoxyphène qui porte l'activité du tamoxifène. Les autres médicaments, donc le torémifène, donc tamoxifène et torémifène sont des SERM, c'est-à-dire qu'ils sont antagonistes au niveau des seins aux oestrogènes et ils sont agonistes en périphérique, notamment au niveau des os. Donc, c'est ceux qui sont le moins à risque d'atteinte osseuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est moins à risque euh, et par contre, le fulvestrant, qui est un CERD, donc il se fixe de façon irréversible sur les récepteurs et il se fixe de façon non spécifique, autant sur les récepteurs au niveau des seins que ceux sur les autres sites en périphérie. Donc potentiellement plus à risque d'ostéoporose. Bon, les indications, vous pouvez avoir le tamoxifène en adjuvant ou en métastatique. Donc ça, c'est un peu c'est là où ça va pas trop vous aider quand vous avez les patientes devant vous, puisque finalement, oui, vous n'allez pas trop savoir si elles ont des métastases ou pas. Vous là où vous pouvez vous jouer, c'est leur demander s'ils leur ont parlé de est-ce qu'il faut le prendre pendant 5 ans ou est-ce qu'on leur a pas parlé de durée. Globalement, si on leur a pas parlé de durée aux patientes, c'est qu'il y a de fortes chances que c'était en illimité et que c'est plutôt métastatique. Si on leur a commencé à leur parler de 5 7 ans, c'est plutôt en adjuvant. Et donc, ça veut dire qu'elles vont arrêter le traitement au bout d'un moment. Donc, les recommandations, alors je ne saurais pas trop vous expliquer, mais ça fait quand même bientôt 10 ans hein, qu'on on dit que 5 ans d'hormonothérapie, c'est bien, mais 7 c'est mieux et 10, c'est encore mieux en termes de réponse à la thérapeutique. Mais on reste toujours sur une notion de 5 ans et les hauts risques, par contre, on les bascule à 7 ans. Autre problème que vous allez pouvoir repérer, c'est les patientes justement qui étaient en adjuvant. Alors pas forcément avec chimiothérapie, mais simplement radiothérapie et hormonothérapie adjuvante. En fait, on est à 20 ans de tamoxifène. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de suivi par l'oncologue et le généraliste continue à poursuivre le tamoxifène. Alors, il n'y a pas d'indication, hein. Dans le doute, on peut aller jusqu'à 10 ans, mais au-delà de 10 ans, il y a personne. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de tableau. Et nous, régulièrement,
on va dire, allez, une fois, allez, on va dire 4 à 5 fois par an, on se voit une patiente hospitalisée chez nous et quand on lui demande de quand date votre cancer du sein, de 98, et on lui demande, et depuis, vous prenez le tamoxifène. Bon, entre-temps, bien évidemment, elle a été ménopausée, hein. Elle nous dit, ben oui, mon généraliste me l'a reconduit tous les mois. Bon, donc autant vous dire qu'on lui fait arrêter immédiatement. Donc soyez vigilants sur ce problème-là, parce que, en effet, il y a, et pour le coup, vous avez plus de chances de tomber sur une indication en adjuvant qu'en métastatique, parce que la monothérapie en métastatique, ça n'existe pas vraiment, voire ça n'existe plus. Alors peut-être que dans 2 ans, ce que je viens de vous dire sera faux. Mais en tout cas, en ce moment, la monothérapie, d'hormonothérapie dans le cancer du sein, c'est soit en adjuvant, et si d'accord, soit c'est en métastatique, mais alors c'est parce que le sapin est très proche, hein. Il n'y a pas de monothérapie, d'hormonothérapie en métastatique aujourd'hui qui est préconisée. En métastatique, c'est d'emblée la bithérapie avec un anti-CDK 4/6. Alors moi, le torémifène, je vais être très honnête, je n'ai jamais vu une seule prescription de torémifène. Voilà, moi ça je. Et le fulvestrant, par contre, oui, on le voit plus, hein, maintenant, parce que dans les guidelines, c'est quand même, il est en première ligne, et notamment chez les cancers du sein euh, métastatiques, chez la femme non ménopausée. Donc, le 2D6, ça, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Donc, vous savez sûrement déjà, mais juste un petit rappel, sur le 2D6, on a des patients qui sont métaboliseurs rapides ou métaboliseurs lents. Donc là, il n'y a pas besoin d'induction ou d'inhibition enzymatique. C'est comme ça. Donc forcément, ben, c'est le même principe. Les métaboliseurs rapides vont rapidement avoir des taux, vont avoir des taux plus élevés du métabolite actif, et les métaboliseurs lents auront des taux de métabolite actifs moins importants que les métaboliseurs dits normaux. Ah, ça c'est OK. Donc, toute hormonothérapie, donc là, c'est surtout sur le torémifène, mais c'est comme chez l'homme. L'hormonothérapie, ça a tendance à entraîner des allongements de l'espace QT. Donc, faire un petit ECG au départ, c'est pas trop mal, c'est sympa. On a une baseline, et puis après, bon, de toute façon, on va pas en faire à chaque fois, hein, mais c'est plutôt, ça vaut plutôt le coup. Si on est un patient qui doit prendre des médicaments qui interagissent avec le 3-4, qui soient inducteurs ou inhibiteurs, ben on préférera le fulvestrant. Parce que pour le coup, le fulvestrant n'est pas métabolisé au niveau hépatique. Il n'y a pas d'interaction de décrite à l'heure actuelle avec ce traitement. Donc c'est plutôt pas mal ça aussi. Donc, le létrozole et l'anastrazole, ce sont ceux en anti-aromatase pour la femme ménopausée, ben, c'est ce que vous voyez le plus souvent, hein, l'un l'autre. L'anastrazole n'a pas d'interaction médicamenteuse décrite, on le verra après. Après, il faut pas hésiter à proposer si elles ont un peu des problèmes de tolérance ou ça. C'est pas parce que c'est la même classe qu'on a forcément, en changeant de molécule, les mêmes effets indésirables. Donc, ça vaut le coup, avant de changer de classe, de tester l'autre. Et la romazine, ça a été à la mode passé un temps, mais ça l'est plus trop, hein. Moi, j'en vois non plus beaucoup. On est plutôt vraiment sur les non-stéroïdiens en prescription principale. Donc aussi, des fois, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Voilà, vous allez voir des fois les patients, ben, peuvent vous mener les comptes rendus d'anapath ou ils ont les comptes rendus d'anapath avec eux. Donc, hormonosensible, ça ne veut pas dire qu'on est à la fois positif aux récepteurs aux hormones ou enfin au progestérone ou à l'œstrogène. On peut être positif qu'à l'un des deux et on est hormonosensible. Et généralement, vous avez un pourcentage devant
Et souvent, c'est des pourcentages supérieurs à 80%, hein. Bon, ça, je voulais déjà un peu expliquer, hein, je vous laisserai la diapo, hein. Ça vous explique concrètement la transformation du tissu gras, donc finalement en oestradiol par la 19-hydroxylase. Je dis, j'ai simplifié au niveau graisseux, mais des fois, vous en avez également un peu des fois dans le tissu musculaire et au niveau des surrénales, mais bon. Déjà, tissu graisseux, moi, ça me semble largement suffisant. C'est juste pour savoir que c'est une production périphérique. Euh, et puis voilà, c'est la même chose. Donc, c'est ce que je vous disais, l'anastrazole, il n'y a pas vraiment d'interaction médicamenteuse décrite, donc c'est un avantage. Le létrozole, 2 à 6, 3 à 4. Alors, le 2 à 6, on s'en fout un peu. Le 3 à 4, c'est un peu plus problématique. Et l'exemestane, c'est aussi le 3 à 4. Donc, sur les patients polymédiqués, bah, franchement, il vaut mieux conseiller l'anastrazole comme anti-aromatase. Bon, je vais rien vous apprendre de particulier sur l'hormonothérapie, hein, les bouffées de chaleur, des menstruations qui sont complètement dérégulées, une augmentation du risque de thromboembolique et de l'ostéoporose, d'où l'important de faire un bilan osseux pré-thérapeutique, pré-hormonothérapie, et puis comme ça on a une baseline. Euh, Souvent, hein, les patientes, elles vous disent que les 2 premières années, ça passe facile, la hormonothérapie, et au bout de 2 ans, c'est plus compliqué. Et ça se voit très très bien dans les publications. Dans les publications, vous avez un effondrement de l'observance au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Donc vraiment, je pense que ces patientes-là, elles ont vraiment besoin que l'on refasse leurs 2 entretiens tous les ans jusqu'au bout de leur monothérapie. euh, Parce que l'observance, ben, finalement, elle se dégrade au fil du temps. Euh, et c'est délétère hein, parce que, comme je vous ai dit, hein, au plus on augmente l'hormonothérapie, enfin, si on augmente l'hormonothérapie à 10 ans, c'est mieux que le faire que pendant 5 ans. Donc, bon, ben, si elles arrêtent à 2, forcément, en arrêter à 2 ans, c'est moins bien que faire 5 ans. Donc là, il y a vraiment un enjeu sur ces patientes-là. En plus, d'une certaine manière, c'est des patientes, entre guillemets, qui sont faciles à gérer. Alors, oui, facile à gérer parce que le traitement, globalement, ce n'est pas quelque chose qui va entraîner des toxicités incompréhensibles, etc. Par contre, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment souvent un impact psychologique que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres types de cancers. Et donc, ce que je vais vous dire, ça n'a rien de démontré scientifiquement. C'est des échanges qu'on a entre collègues. Bon, ben, nous, on trouve clairement que l'hormonothérapie, ça fait quelque chose sur l'état psychologique et les fonctions cognitives des patientes. Je ne saurais pas vous dire quoi concrètement, mais nous, on trouve que l'hormonothérapie, eh ben, c'est pas, elles ont plus d'oubli, on trouve qu'elles ont plus d'oubli de mémoire qu'avant, des difficultés un peu à se concentrer, je sais pas, donc à ce niveau-là, c'est plutôt un peu plus difficile à gérer que les autres types de traitements, mais voilà, comme je vous dis, il n'y a rien de démontré scientifiquement, contrairement aux autres chiffres que je vous dis, hein. Donc c'est pour ça, c'est plutôt un ressenti. Et pourtant, du patient atteint de cancer, j'en vois une quarantaine par semaine, hein, et tout cancer confondu. Donc voilà. Et puis après, voilà, des fois, vous avez ben, ces bouffées de chaleur qui surviennent. Ben, ça, c'est vraiment pas forcément agréable parce que ça survient n'importe où, n'importe quand. Et sur la vie sociale, ben, ça a un impact. Alors, il faut être vigilant aussi parce que donc nous sommes dans une région où on a un apprenti gourou dans la sphère aixoise. Voilà. Et qui prodigue des conseils qui sont particulièrement, comment dire, inadaptés
par rapport aux propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques des médicaments. Et quand j'utilise le mot gourou, c'est qu'en fait, j'interviens hein, déjà, donc on m'a déjà fait intervenir volontairement face à lui pour, voilà, parce qu'il savait que j'allais pas trop me démonter. Euh, c'est, euh, c'est vraiment, alors, il y a pas de, on n'en est pas au gourou, on n'en est pas dans une secte avec un endoctrinement poussé. Hein, je suis pas en train de me dire, mais on sent qu'il y a quand même une adhésion sans trop de discernement à un discours parce que ben, c'est sûr que contrairement à moi qui est en train d'expliquer non mais dans telle situation c'est no way, par contre là vous pouvez le faire. Oui, ben, c'est sûr, que moi je suis moins sympa, hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais pour le coup, moi, ce que je leur explique, c'est que potentiellement, on est en train de nuire à l'efficacité du traitement, et notamment par rapport au soja. On a un discours diamétralement opposé dans le soja selon mon sensibilité avec cette personne-là. Donc, s'il vous plaît, je ne vous dis pas de dire que cette personne-là est incompétente, dangereuse et compagnie. Je vous demande juste de redire l'état de l'art sur les problématiques, de redonner le discours scientifique. Point barre. Moi, je ne m'amuse pas à raconter qu'il est compétent et compagnie. Je dis, mais par contre, ce que vous dites n'est pas démontré en l'état. Et donc, c'est important parce que, voilà, il y a des choses. Moi, j'entends des choses, ça me fait saigner les tympans, quoi. Mais c'est quoi? C'est un médecin ou c'est Oui, oui, c'est un oncologue. Hein. Oui, 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 oui. un oncologue? D'accord. Oui, 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 oui. Non, non, oui, 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 bien sûr, oui, oui. Non, 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 ça pourrait être un aidant, non, 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 bah, non, non, si c'était le un vrai gourou, autant vous dire psychologue, que. Non, mais machin, si voilà. c'était un vrai gourou, je le crucifierais sur place. Mais non, non, là, non, non, le problème, c'est ça, c'est qu'en plus, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment, être très cadré, hein. Et vous voyez, cette, il est en train de monter un réseau. Et moi, j'ai plein de collègues pharmaciens hospitaliers au travers du territoire qui m'envoient des mails, qui me disent Florian, a priori, ça vient de chez toi. Alors, non, ça ne vient pas de chez moi en termes d'établissement de santé, mais oui, ça vient de l'air de la zone dans laquelle. Mais c'est problématique, son discours, comment on fait, etc. Donc, en plus, voilà, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur à l'échelle nationale. Donc, et je pense que les personnes qui ont des pharmacies dans le 04, ça doit aussi irradier de ce côté-là. Parce que globalement, c'est quand même c'est quand même assez pratique pour venir se faire soigner. C'est plus rapide que venir que descendre à la Paix ou à l'IPC sur Marseille, quoi. Bonjour, Donc, excusez-moi, pharmacie de Bagnole. Quand oui. vous parlez du soja, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'il a comme discours pour être plus Eh précis? ben, il dit que c'est pas problématique, que ça protège de la récidive. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, comme je leur ai expliqué, moi, vous avez un cancer du sein triple négatif, j'en ai rien à faire hein, que vous preniez du soja. C'est pas un souci. Hein, je suis pas en train de vous dire le soja est à bannir de l'alimentation. Je suis en train de vous dire que là, on vous donne un traitement et ça fait juste l'inverse du traitement qu'on vous donne. Et en plus, il présente des données qui sont un peu biaisées parce qu'en fait, il se compare aux données japonaises. Mais sauf que les japonaises sont exposées au soja dès la naissance. Donc en fait, on suppose qu'il y a une adaptation environnementale du système hormonal de la femme de par cette exposition continue à ces phytoestrogènes issus du soja et qui donne des résultats, en effet, potentiellement contradictoires à ce qu'on pense. Mais fait, nous, là, jusqu'à preuve du contraire, la proportion de femmes françaises exposées dès la naissance à du soja et en continu, c'est pas trop nos habitudes de vie, quoi. Hein. Voilà. Et après, il y a des fois aussi, il est très pro-vitamine C pendant la radiothérapie, par exemple. Bon, donner de fortes doses d'antioxydants à un traitement qui est pro-oxydant, jusqu'à preuve du contraire, ça me semble pas des choses des plus
Oui. des plus pertinentes. Et clairement, on ne va jamais faire un essai clinique hein, pour vérifier qu'on tue plus de patients à ceux à qui on donne la vitamine C. Ça semble pas très éthique tout ça. Voilà, c'est ce genre de discours-là qui peut être problématique et en tout cas nous on est très confrontés. Enfin, nous, au problème, dans le secteur, on y est particulièrement confronté. Il n'est pas très ouvert à la discussion, plus ce monsieur, donc. Et si tu vas pas dans son sens, forcément, il ne peut pas t'apprécier, ça c'est clair. Non, mais oui, mais vous voyez, il y a des personnes, il y a des naturopathes et compagnie pour lesquels vous arrivez à discuter, qui comprennent le discours et qui l'intègrent. Et moi, j'ai vu des modifications hein, de pratiques de certains naturopathes, homéopathes et compagnie qui n'avaient pas jusqu'à ce qu'on leur explique pourquoi. En leur disant, moi, je ne suis pas en train de remettre en cause vos pratiques. Hein. Moi, je vous explique que là, j'ai des faits concrets. Mais, et c'est tout, hein, vraiment, c'est pas, et n'allez pas dire que c'est pour tous les patients. Je suis en train même de vous expliquer que pour certains patients atteints de cancer sous traitement, ça, c'est même pas problématique, hein. Et là, vous adressez à une personne pour laquelle ça va être problématique. On est vraiment dans de la personnalisation de la stratégie, hein. Ah, et les douleurs articulaires et musculaires. Alors ça, c'est vraiment une des grosses problématiques des patients sous hormonothérapie euh, et un vrai problème pour maintenir l'observance au cours du temps. Bon, là, là vraiment, vous pouvez y aller et leur dire qu'il n'y a que l'activité physique qui est réellement efficace et ça a été mais démontré, surdémontré dans des grosses revues de médecine. Les patientes en cancer du sein sous hormonothérapie ou même pas sous hormonothérapie, c'est bien l'activité physique régulière et adaptée qui est le plus efficace pour lutter contre ces symptômes-là. Et vous pouvez même y aller en expliquant que ça avait réduit le risque de récidive chez les patientes en adjuvant. Alors, n'allez pas dire ça aux patientes métastatiques, hein, parce que voilà, c'est trop tard. Mais les patientes en adjuvant qui avaient de l'activité physique régulière adaptée avaient un taux de récidive du cancer du sein plus faible que celles qui n'avaient pas d'activité physique adaptée. Donc, activité physique adaptée, ça ne veut pas dire faire le marathon, le triathlon ou le prochain Aerox. Mais ça veut pas dire aller faire les courses le samedi rue Saint-Féréol ou cours Mirabeau à Aix, quoi, hein. Et il faut faire une activité où où on bouge, quoi. Le ménage est une activité physique. Bon, sauf si on fait tout faire au robot ménager. Donc là, ça devient plus une activité physique. Mais voilà, il faut vraiment. Et en plus, voilà, c'est bénéfique sur le diabète, c'est bénéfique sur les maladies cardiovasculaires. Enfin bon, c'est bénéfique pour tout finalement. C'est bénéfique sur l'ostéoporose, etc., etc. Donc c'est Et il faut pas avoir peur. Moi, les patients, bah, alors plutôt celles qui sont un peu âgées, mais celles qui ont peur parce qu'elles sentent qu'elles n'ont pas assez de force, tout ça, eh ben, on dit à l'oncologue, prescrivez 20 séances de kiné qui remusclent un peu les jambes de papy, enfin de mamie, là, pour le coup, qu'elles se sentent plus sûres à la marche. Et comme ça, après, mamie, elle va faire ses marches et compagnie, elle fait du sport et ça lui est très bénéfique, hein. C'est pareil à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Des fois, il faut un peu remuscler parce que les muscles, ils ont disparu hein, de l'anatomie. Donc, il faut pas hésiter. Et maintenant, il y a de plus en plus de professionnels, alors, je crois que ça s'appelle des éducateurs physiques, si je dis pas de bêtises, qui ont le diplôme pour faire de l'activité physique adaptée, donc prendre en charge des patients malades, et qui ont des programmes justement pour les remettre en Bien bonne musclé. condition physique pour pouvoir faire une activité physique régulière. Et en plus, comme ça, quand elles font l'activité physique, ils pensent à autre chose, ils arrêtent de penser qu'à la maladie et compagnie. Donc, en plus, ça a aussi un bon effet au niveau psychologique, hein. Et après, comme ils sont fatigués, ils dorment mieux. Donc, on va aussi pouvoir réduire la consommation d'hypnotiques. Donc ça, c'est juste un exemple, c'est juste un petit schéma récapitulatif. Donc pour vous dire que bon, les analogues de la LHRH, ça agit sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Les anti-œstrogènes, forcément, ça agit directement sur les récepteurs aux œstrogènes. Et les anti-aromatases, ils agissent au niveau de l'aromatase. Donc on va voir un peu les stratégies du cancer du sein hormonosensible.
Donc, bon, il n'y a pas de différence. Un cancer hormonosensible, ça peut se retrouver à des stades très précoces, comme localisé, comme localement avancé ou métastatique. La stratégie restera toujours la même, hein. Quand on a des stades précoces, bien évidemment, c'est la chirurgie qui est à privilégier. La chirurgie aujourd'hui, il y a d'énormes progrès qui sont faits. On est capable de faire de la reconstruction mammaire en même temps que lorsque l'on enlève la tumeur du sein. On est capable de faire de la radiothérapie in situ, donc c'est-à-dire on va irradier la zone au cours de l'opération. Donc là-dessus, il y a vraiment, bon, le cancer du sein bénéficie de fonds de recherche qui sont difficilement, voire inégalables aujourd'hui. Donc, ce qui fait que beaucoup d'argent égale forcément beaucoup de recherche et donc vous augmentez la probabilité d'avoir des résultats et de bons résultats. Mais la chirurgie, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et de central dans la stratégie. Donc la mammographie, si vous malheureusement avez eu un cancer du sein, vous dites bien à vos filles que dès 35 ans, il faut aller faire la mammo. Si votre mère a eu un cancer du sein et que vous n'avez pas 35 ans, ben, commencez les mammos à 35 ans. Et pour les autres, c'est plutôt à partir de 40 ans qu'il faut la faire. C'est vraiment le fait de diagnostiquer précocement qui est le plus efficace. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous aussi, la chance d'être connecté à ce que j'appelle la complosphère. Bon, alors moi, j'ai la chance d'avoir certaines personnes, la chance ou pas, mais enfin, bon, en tout cas, j'ai des personnes qui participent à la complosphère et donc qui demandent mon avis sur tout ce qu'ils lisent sur complosphère.com. Et donc, sur complosphère.com, on est en train d'expliquer que la mammographie est à l'origine de la plupart des cancers du sein aujourd'hui en France. Alors, les données sont très simples, hein. Il est vrai qu'une surexposition à des radiations augmente le risque de cancer et notamment des espèces de cancers de type desmoplastique, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ça, c'est vrai, ça existe. Bon, sauf qu'en fait, quand vous êtes à risque de cancer du sein avec des antécédents familiaux de cancer du sein, autant vous dire que la balance bénéfice-risque, elle est sans aucune mesure en faveur de se faire dépister rapidement. Aujourd'hui, il y a de grosses études, hein. Donc, on a baissé les doses de radiation. Maintenant, on fait ce qu'on appelle des scanners low dose pour justement baisser la quantité de rayons X lors de chaque exposition. Et cette exposition-là, elle est elle ne se fait pas à la fréquence d'une mammographie tous les 5 ans. C'est sur des examens qui sont plus rapprochés. Donc là, c'est vraiment pour leur dire, on est au courant, hein, mais sachez que vous n'êtes pas dans cette situation-là. Vous ne correspondez pas aux critères de l'explosion des cancers du sein est due à l'imagerie médicale. Donc ça, c'est une fake news chez fake news. Par contre, vous ne pouvez pas leur dire que l'imagerie médicale n'entraîne pas une augmentation du risque potentiel. Mais ce risque existe, mais à la fréquence des examens qu'on vous demande de faire, le risque est infime. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la complosphère en ce moment? Ah oui, alors, je pense que vous avez déjà entendu parler du... Mince. Alors, c'est pas le flubendazole, parce que ça, c'est celui qu'on utilise pour la médecine humaine. C'est le... Oh merde, attendez. On va taper. Flubendazole cancer, je suis sûr qu'il va me trouver le bon nom. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas, hein. Ça nous vient tout droit des USA. Voilà, c'est le fébendazole. Voilà, donc le fébendazole, c'est le nouvel anticancéreux, ça éradique le cancer, bon, voilà, etc., etc. Bon, voilà. Que vous dire de plus que
c'est bon, voilà. Si ça éradiquait le cancer, on l'aurait déjà utilisé. Donc en fait, tout ça est souvent, c'est toujours la même histoire. C'est vous avez un patient qui a extrêmement bien répondu au traitement, c'est-à-dire qu'il avait une maladie très avancée au départ. Il en a fait un livre, bien sûr, c'est pour ça que ça. Il avait une maladie très avancée. L'oncologue avait dit de toute manière, il vous reste 3 à 6 mois à vivre. Parce qu'il a pris ça en plus du reste, qu'il est persuadé que c'est ça qui a fait que il a guéri du cancer. Alors bon, le problème c'est que aux États-Unis, la société anglo-saxonne a un comportement très différent de la société latine, hein, mais même le nord de l'Europe, hein. Nous, on ne donne quasiment jamais aucun chiffre en consultation parce qu'on estime que les chiffres sont des statistiques et que la personne qu'on a devant nous, on ne sait pas de quel côté des statistiques elle penche. Donc en fait, les patients ne savent pas, n'ont pas de chiffres. Dans la société anglo-saxonne, vous sortez de chez l'oncologue vous a dit, vous avez ce que je vous ai dit, il y a 85% de chances d'être en vie en 5 ans, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus chiffré, on va dire mathématique. Mais c'est toujours pareil. Même si je vous dis, il y a 5% de pas, vous avez que 5% de chance d'être en vie à 5 ans. Mais bon, il y a quand même 5% de chance. Donc, si vous faites partie de ces 5%-là, il y a aucun problème. C'est normal. Et c'est sûrement pas le fébendazole qui a fait que vous avez guéri du cancer. Bon, voilà. Donc, ça, voilà, c'est un peu les tendances. Et, il y a la vitamine B17. Bon, vous la connaissiez pas? Eh bien, moi non plus. Mais elle existe. Alors là, pour le coup, c'est pas trop les PACA qui est confronté à ça, c'est plutôt l'Alsace, parce que les Allemands en sont friands. Bon, juste pour vous dire que la vitamine B17, hein, il y a de la strychnine dedans, hein. Voilà, c'est sympa, un petit peu de strychnine, c'est pas du tout toxique, on le savait. Voilà. Donc voilà, la B17, ben, c'est dangereux pour les patients, donc il est hors de question de leur accepter de cautionner qu'ils prennent de la vitamine B17, bien évidemment. Donc la chirurgie, on l'a dit, c'est le plus précocement possible. Donc vous savez que si les patientes sont BRCA2, 1, 2 mutés, ben, on peut faire une ablation préventive des deux seins, voire faire pareil de l'hystérectomie et ovariectomie au niveau gynécologique si la patiente est BRCA1 ou 2 mutés. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui a montré son efficacité en termes de réduction du risque de la maladie pour ces patientes-là et uniquement pour ces patientes-là. On ne fait pas une ablation du sein préventive si on n'est pas bercé à un muté, hein, un ou deux mutés. On ne s'amuse pas à charcuter les gens pour se faire plaisir, hein. Donc la radiothérapie, alors soit ça se fait opératoire, soit ça se fait en externe. Là, c'est pareil. Souvent, son objectif, c'est de faire en sorte que s'il restait quelques cellules cancéreuses autour du site opératoire, ben, on finisse par les détruire grâce à l'exposition aux rayons. Euh, voilà. Et ça peut être aussi fait en préopératoire pour diminuer la taille de la tumeur, un petit coup de radiothérapie, et hop, après le chirurgien il passe au bistouri et il enlève ce qu'il doit enlever. Excusez-moi, concernant le gène BCR-A, Oui. à quel moment ou qui peut proposer à la patiente le test? Alors normalement, maintenant, donc dans toute histoire familiale de cancer du sein, tout le monde est testé. Si par exemple vous avez un cancer du sein et que votre mère avait eu un cancer du sein, vous êtes normalement obligatoirement adressé à la consultation d'oncogénétique. Et Alors, généralement, il testera aussi les filles, enfin, la d'accord. descendance. Moi, c'est juste à titre personnel. Moi, j'ai ce genre d'historique. On Oui. a consulté un oncogénéticien, mais on n'a jamais eu l'analyse. Ni ma maman, ni moi, ni ma grand-mère, ni. Donc, je Ah. suis assez étonnée parce que j'en entends parler et bon, Et lors de la consultation, qu'est-ce qu'il avait dit, il l'oncogénéticien? nous avait fait faire un arbre généalogique avec Ouais. les maladies et voilà quoi. Et Ça s'est c'était il y a fait. longtemps? Ouais, il y a quand même quelques années, ouais. Alors, c'est quoi? Une dizaine d'années ou moins d'une dizaine d'années? Une dizaine d'années, ouais. Ah.
Alors attendez, 2000. Et ouais, Donc, mais et je suis attendez. Je peut-être serais que ça pas. vaudrait le coup de reconsulter, du coup, hein, quand même, je pense. Ou- Oui, bah alors je sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, si vous avez des filles, en tout cas pour vos filles, oui, ça semble Mm. plutôt pas mal de les En tout envoyer, cas, quoi. voilà, pour savoir aussi par rapport aux patientes, quand elles nous expliquent ça, si ça n'a pas été fait, les orienter, quoi. Ouais, parce que voilà, normalement, franchement, maintenant, c'est le parcours de l'INCA, il est bien standardisé, mais c'est sûr que je ne saurais pas vous dire si en 2015, 2014-2015, c'était déjà aussi bien standardisé, Bercia. Je dirais que non, Ouais, bah, c'est même mais, antérieur parce que ma maman, elle a eu son cancer, oui, avant, hein, c'était dans les années 2000. Ouais, ouais. Alors, ouais, enfin, alors si c'est avant 2010, ouais, c'est sûr. enfin, voilà, Ouais, c'est sûr que ça c'était pas fait. d'accord, ok. Voilà. Donc je peux, ouais, donc, ok, je vais en parler Oui, au gynécologue déjà et puis oui, peut-être. tout à fait. Ouais, complètement. Tout à fait. Ok, merci, désolé. Non, non, mais pas de problème. Donc, les stratégies. Donc, dans les stratégies du cancer du sein, hormonosensible. Donc, déjà, l'immunothérapie, jamais. On ne fait jamais d'immunothérapie alors, en l'état, hein, à l'heure actuelle. Et ça n'a pas non plus l'air de trop se profiler parce que tous les essais cliniques qu'on a vus à Chicago au mois de juin, il n'y avait rien qui parlait d'hormonothérapie et de cancer du sein hormonosensible. La chimio, oui, dans les formes plutôt avancées et ou métastatiques et pas en première ligne. L'hormonothérapie, oui, ça sera forcément mis en place dans tous les cas, quel que soit le stade. Et ensuite, vous avez, dans les hormonosensibles, vous avez possibilité d'ajouter des thérapies ciblées, notamment en métastatique. La première ligne métastatique, c'est bien évidemment les inhibiteurs de CDK4/6 en première intention. Vous avez un cancer du sein hormonosensible avec euh, un métastatique hormonosensible. Vous faites systématiquement hormonothérapie plus inhibiteur de CDK4/6, donc abemaciclib, ribociclib ou palbociclib. Vous avez dû voir apparaître alors chez les patientes non métastatiques mais à haut risque de récidive. Donc c'est des patientes chez qui on a un très haut risque on sait qu'elles ont un très haut risque de refaire un cancer du sein derrière. Donc chez ces patientes-là, maintenant, il y a des prescriptions en adjuvant d'hormonothérapie plus inhibiteurs de CDK4/6. Les deux seuls qui doivent être utilisés, c'est l'abemaciclib ou le ribociclib. Alors, l'abemaciclib de sûr, c'est une durée de 2 ans. Et pour le ribociclib, je ne sais plus. Je vais vous dire ça de suite. Euh, là, non, c'est pas ça que je vais faire. Là, Kisqali. Gna gna gna. Gna gna. Ah, ben, il pas écrit la durée, mais qu'est-ce que c'est quoi? Ah, c'est là, peut-être. À 3 ans. Alors, Kisqali, c'est 3 ans et abemaciclib, c'est 2 ans. Donc là, il va falloir être vraiment vigilant parce que la tolérance, elle est vraiment pas bonne, hein. Au niveau digestif, c'est pas top. Donc là, il y a vraiment, vraiment un soutien important sur la gestion des toxicités. Alors, je dis pas que quand on est en métastatique, il n'y a pas l'effet indésirable, attention. Mais on a constaté que la tolérance, elle était bien moins bonne de l'abemaciclib et du ribociclib quand on les utilisait en adjuvant dans le haut risque que quand elles étaient utilisées en première ligne métastatique. Alors ça nous étonne pas beaucoup d'une certaine manière parce que très souvent, la plupart des molécules, quand on les utilise à un stade précoce de la maladie, euh, la tolérance est moins bonne que quand c'est utilisé à un stade avancé. Alors, est-ce que le cancer fatigue de façon générale le corps et donc le corps lutte moins contre les effets indésirables? On n'a pas trop d'explications, mais ce phénomène d'utilisation de molécules à un stade plus précoce de la maladie avec une moins bonne tolérance est assez fréquent et commun à la plupart des classes de médicaments.
Donc, en gros, voilà ce que ça veut dire, hein. En gros, à la NAPAT, quand vous avez, quand la biopsie a été faite ou que la tumeur a été enlevée, ben la NAPAT, il colore les coupes de tissu et il va chercher si il y a une coloration orange-rouge. Si, comme ici, c'est orange-rouge, ben, ça veut dire que c'est ER plus positif, donc hormonosensible. Ici, c'est tout bleu violacé, c'est hormono-négatif. Donc, on ne ferait pas d'hormonothérapie. Pour la stratégie thérapeutique, donc, quand on est en situation adjuvante avec des tumeurs de grade 1, de grade 2, on fait simplement en plus de la chirurgie, on fait souvent que à grade 1, que de l'hormonothérapie pour renforcer l'effet. Si on est à des situations avancées, donc avec donc là ça veut dire une grosse taille, là ça veut dire une petite taille mais des nodules, et là c'est dans tous les cas, on associe l'hormonothérapie, on associe la chimiothérapie à l'hormonothérapie pour être sûr de bien détruire toutes les cellules cancéreuses qui pouvaient rester. Ça, c'est le protocole classique de patiente cancer du sein à un stade, on va dire, localisé, donc où la chirurgie ne suffit pas. On fait de la chimiothérapie injectable. Et bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si les patientes, en plus d'être hormonosensibles, sont HER2 positives, bien évidemment, on additionnera les deux stratégies thérapeutiques, la stratégie de l'hormonosensible et la stratégie de HER2 positif. Et en métastatique, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si les patientes ont rechuté dans l'année qui a suivi la fin du traitement, enfin en cours ou dans l'année qui a suivi l'arrêt du traitement, ou si la rechute s'est faite à distance à plus d'un an de l'arrêt du traitement. Et on va également regarder si on a une maladie viscérale. Quand on a une maladie viscérale, quand il y a une atteinte par exemple du péritoine, tout cancer confondu, la péritonéose carcinomateuse, c'est réellement de mauvais pronostics. C'est un peu comme avoir des métas dans la tête. C'est pas du tout, du tout, du tout le bon pronostic. Donc, dans tous les cas, c'est en fait, si on a rechuté après un an d'antiaromatase, on refait antiaromatase et des K4-6, bien évidemment, si la patiente est ménopausée. Si elle a rechuté en cours de traitement ou à moins d'un an d'arrêt, on fera fulvestrant anti-CDK4/6. Cette stratégie-là d'existence qu'après les anti-CDK4/6. Les Verolimus, la Finitor, c'est tellement mal toléré que ça rétrogradé dans les stratégies thérapeutiques. Et après, on repasse à de la chimio injectable. Donc là, le Trodelvy, juste pour un mot, c'est ces nouveaux médicaments où vous avez sur le médicament qui est un anticorps, vous avez dessus l'anticancéreux. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les antibody drug conjugate, où vous arrivez à, enfin, dans une seule molécule, on va dire, à avoir l'anticorps et sur l'anticorps, vous avez greffé l'anticancéreux. Ça vous permet à la fois de cibler mieux la maladie et également d'amener l'anticancéreux directement au contact de la cellule cancéreuse. Donc ça réduit aussi les effets indésirables. Voilà. Et après, ici, là, quand on en est à la dernière ligne du schéma, bon, on va dire qu'on est plus trop standardisé. Ça va être un peu oncologue dépendant. On n'a pas de grosses guidelines qui ont montré quel était le bon enchaînement des traitements. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je suis allé trop vite? Non, alors là, c'est une patiente donc qu'on suit actuellement, hein. Elle a été diagnostiquée cet été. Donc, c'est une patiente, Madame VJ, qui a bénéficié d'une évaluation pluridisciplinaire dans le cadre de sa prise en charge d'un carcinome infiltrant. Donc, elle est récepteur aux oestrogènes 100% positive, ou à la progestérone 50%. KI, ça veut dire la vitesse de prolifération des cellules 40%, bon, ça, on s'en fout. HER2, elle est négative.
Et donc, elle a ce qu'on appelle un cancer du sein grade 2 métastatique au niveau osseux. Donc, dans ses antécédents, pas d'enfant, ménopause à 42 ans. Hein, vous savez qu'au plus on a ses règles précocement et au plus on est ménopausé tardivement, au plus on a été exposé aux oestrogènes et donc au plus le risque de cancer du sein est important. Au moins j'ai d'enfants, au plus je suis à risque de cancer du sein parce que je n'ai pas eu de pause œstrogénique au cours de ma vie. Elle est épileptique et elle est sous curatelle. Qu'est-ce qu'elle nous prend? Eh ben, de l'abémaciclib à 50 mg matin et soir, fulvestrant J0, J14, J28, J56, J84, etc. Enfin, puis tous les mois. Phénobarbital 100 mg le soir. Carbamazépide de 200 mg matin et soir. Lormétazépam 1 à 20h30. Bromazépam un demi-comprimé le matin, un le soir, enfin à 16h. Phénofibrate, un par jour. UV-dose, une par mois. Euphytose, LP nuit. Je ne savais pas que ça existait. Citrate de bétaïne, 2 comprimés le midi avant manger. Vitasorbol, magnésium innovance, chlormium innovance et ginkofor. Pas de trouble de la déglutition, elle écrase pas ses médicaments. Alors, au bilan sanguin, ben, on a des leucocytes à 6, des hématies à 4,3, une hémoglobine à 138, des neutrophiles à 2,45, des plaquettes à 2,32, euh, une créate à 108, donc s'il fait une clairance à peu près à 46, pardon. Donc, tout se passe plutôt bien. Ben, elle a 2,23 de cholestérol, 0,57 de HDL, 1,3 de LDL, triglycérides 1,94, hépatique 23 d'azate, 15 d'alate, gamma GT 22, T3 normal, T4 normal, TSH normal. Bon, globalement, son bilan sanguin est plutôt OK. Alors, oui, je ne suis pas mis. Alors, de quoi vous allez parler avec cette patiente au cours des différents entretiens que vous allez conduire avec elle? Je vous écoute. Est-ce que vous avez repéré les problèmes? De quoi vous voudriez parler avec elle? De quoi vous ne voulez pas parler avec elle? Qu'est-ce qu'il y avait dans les derniers compléments alimentaires que tu as Hop. cités? Les, je sais pas Euh, quoi, d'avance là. un, c'est que du magnésium et l'autre, c'est que du chromium. Bon, je ne sais pas ce que c'est le chromium, hein. Je me souviens plus les CDK, ils sont métabolisés par le cytochrome. Oui, Je me souviens. les trois passent par le 3 à 4, oui. Avec une plus faible taux, avec peut-être une plus faible préférence pour le palbociclib, mais sinon, oui, plus ou moins, ils sont tous métabolisés par le 3 à 4. Donc, l'induction enzymatique avec les antiépileptiques.
Yes. Donc là, en effet. Donc, donc, ben justement, donc oui, ça, c'est un vrai problème. Quel est comment vous réagirez? Quelle est Quel- votre attitude, justement? Voilà. Il n'y ben, a pas de mauvaise réponse, hein. par rapport à son traitement antiépileptique, parce que j'imagine que cet ordo-là, c'est l'ordonnance que tu as au départ, quand tu la Mm, reçois. mm, mm. Voilà. Ben, vérifier depuis combien de temps elle a ce traitement antiépileptique, si les doses ont été adaptées ou pas. Mhm. Donc là, globalement, c'est son traitement de fond, hein. On avait dans ses antécédents qu'elle était épileptique. Donc elle a pas et c'est pas des métacérébrales qui ont provoqué l'épilepsie, hein. Voilà, épileptique, quoi. Donc vous avez cet ordo, qu'est-ce que vous faites justement? Vous avez ce traitement antiépileptique. Comment vous dispensez, vous intervenez? Si vous intervenez auprès de qui? Peut-être vérifier que par rapport à ses traitements anticancéreux, que justement l'induction enzymatique ne Et fasse pas pour baisser les taux, ou que dans ton, enfin, impeccable. après, depuis quand elle a ça? Est-ce que c'est déjà, les doses ont été adaptées par rapport à son risque d'induction ou pas? Parce que On est la vraiment sur le personne qui a J. mis la bémaciclib, Mm, mm. théoriquement, elle est censée avoir surveillé tout ça, ou pas du Al- tout. Alors là, on est vraiment sur un J0, hein. C'est la première Ah, dispensation d'abémaciclib, hein. ok. Ben donc, il y a ce problème-là à vérifier peut-être. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Se rapprocher du prescripteur pour voir si, comment dire, si on peut modifier ce traitement-là, si elle est stabilisée au niveau épilepsie ou pas. Et de toute façon, le plus important, c'est son abémaciclib. Donc, Donc, en effet, donc là, la patiente, elle est stable. Vous apprenez qu'il y a déjà de nombreux antiépileptiques qui ont été testés auparavant. Donc, alors, je vais vous dire ce que nous, on a fait, hein. Nous, on a dit, proposer autre chose, un autre. Mais on, bon, alors, le problème, c'est qu'on n'avait pas trop de possibilités. Donc, on a dit, ben oui, on va commencer le traitement. Et puis, dans 15 jours, on va voir où on en est. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, 15 jours après, on a fait doser le médicament dans le sang. Et ben, comme vous voyez, la cible, c'est 150-200 nanogrammes par millilitre et elle n'en a que 14 nanogrammes par millilitre. Donc, on est bien d'accord qu'on s'y attendait. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, en fait, c'est un petit piège. Enfin, un petit piège. En fait, la bémaciclib, chez les Américains, parce que les Américains sont plus gros, la dose classique, c'est pas 150 fois 2, c'est 200 fois 2. Donc, en fait, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé à 200 fois 2. Mais en ce moment, hein, là, il n'y a pas la date, mais ça, les résultats, je les ai reçus la dernière semaine de septembre. Donc là, on est passé à 200 fois 2. Et puis dans 15 jours, là, la semaine prochaine, on va redoser à nouveau. Et puis on va voir. Et on va faire très probablement du suprathérapeutique. Donc on s'attend à ce que quand on va envoyer 300 mg matin, soir dans mes massiclib, on ait un petit coup d'appel à la pharmacie, mais on va préparer un courrier en anticipé pour leur dire oui, oui, on sait, on fait 2 fois la dose, mais je vous assure qu'à 2 fois la dose, on n'est même pas sûr d'être dans la concentration efficace. Mais voilà, le réflexe, il sachez aujourd'hui que 95% des anticancéreux par voie orale se dosent. Alors, pas forcément à Marseille, mais si on ne le dose pas nous, on l'envoie à Paris, on arrive à tout doser. Et donc ça, c'est la meilleure façon quand vous avez une induction enzymatique avec quelqu'un chez qui on a déjà essayé beaucoup de traitements et que ça va être compliqué de trouver le bon traitement derrière pour, euh, pour équilibrer la maladie telle que l'épilepsie, c'est on dose et on trouve des alternatives. Et on fait du suprathérapeutique s'il faut faire du suprathérapeutique.
Alors, on n'a pas toujours la situation où aux États-Unis, c'est pas la même posologie qu'en Europe, hein. Mais en tout cas, faut pas, c'est pas un problème, hein. Il faut augmenter les doses. Donc, voilà, c'est vraiment ça, il faut. Parce que je pense que là, pour le coup, vous avez plein d'oncologues qui travaillent. Par exemple, là, la métastatique, donc c'est l'oncologue médical qui gère. Mais si par exemple, elle était simplement en adjuvant, ça peut être un chirurginéco qui gère, hein. Le chirurginéco, autant vous dire que l'interaction abémaciclib phénobarbital, il ne sait même pas de quoi on lui parle, quoi, hein. Et si vous lui dites pas, il va falloir faire des doses plus élevées que la MM, il les fera jamais, quoi. C'est pas sa spécialité, c'est pas son cœur de métier, hein. Donc ça, voilà, pensez-y. Les thérapies orales, ça se dose elles se dosent quasiment toutes. Donc ça, c'est le premier problème. Et c'est le problème central, même, hein. Après, avec cette patiente, c'est des choses qui sont classiques, hein. L'abémaciclib, ça fait beaucoup de diarrhée. Donc, on va la sensibiliser sur les diarrhées, comment on les gère, les conseils pour faciliter la diarrhée. Punaise, elle est où la diapo? Voilà. Donc là aussi, faites attention, vous allez voir que vous avez souvent là très fréquent, très fréquent, très fréquent. Bon, franchement, très fréquent avec la bioincyclisme, c'est surtout les diarrhées et un peu les perturbations du transit. Tout le reste, c'est quand même bien moins fréquent, hein. La particularité de la bémacycline, c'est le seul qui se prend en continu. Tous les autres anti-inhibiteurs de CDK4/6 se prennent que 3 semaines sur 4. Lui se prend en continu. Il peut se prendre pendant ou en dehors des repas, ça c'est peu importe. Et il est toujours, toujours, toujours associé à une hormonothérapie. Son avantage par rapport au ribociclib, alors c'est que le ribociclib, il faut absolument faire un ECG à J0 à J1 et à M1, pardon. Donc J0 et un mois plus tard, ce qui n'est pas le cas avec l'abémaciclib. Par contre, l'abémaciclib est moins prescrit que le ribociclib parce que le ribociclib, Kisqali, est le seul qui a montré une amélioration de la survie globale. Tous ont montré une amélioration de la survie sans progression, mais par contre, le Kisqali, c'est le seul qui a montré une augmentation de la survie globale. Donc, il y a de meilleures efficacités cliniques. Et l'autre fois, Euh, tu disais qu'il y avait plus de d'initiation avec le Palbo, c'est ça? Ouais, à part chez les vieux pour lesquels la notion de survie globale n'est pas du tout à prendre en compte. Ok. Mais voilà. Et là, globalement, on s'est dit, bon, Kisqali, hein, elle est épileptique, elle est sous curatelle, allez lui mettre un médicament qui va potentiellement allonger encore le QT, etc. Bon, c'était pas la situation idéale. C'est pour ça on a prescrit la BEMA, mais en temps normal, c'est quand même le Kisqali qui a le plus de données d'efficacité en métastatique. Donc, on voit avec la patiente les modalités de prise, on voit avec la patiente les risques d'effets indésirables et comment on les gère. On fait bien attention à notre problème d'interaction médicamenteuse. Et aussi, on pense toujours à bien faire le point sur la vaccination avec nos patients, hein. Comme ça, on facture du vaccin et on fait du chiffre d'affaires. Parce que là, c'est toujours pareil. C'est pas la population qui est la mieux vaccinée, hein. Et en plus, les inhibiteurs de CK4, de CDK4/6, pardon, sont des médicaments qui font des neutropénies, qui font diminuer les globules blancs. Donc, tant mieux s'ils sont bien vaccinés. Voilà, je pensais pas que j'allais en mettre autant de temps. Donc, je vous écoute pour les questions. N'hésitez pas, c'est bien volontiers. Comme d'habitude, hein, j'enverrai le PDF à Fabienne, qu'il mettra sur le site de l'URPS. Là-dessus, il y a aucun problème. Non, tout est
Après, même si c'est pas forcément enfin, si vous avez des questions sur le cancer du sein en général, on n'est pas, les questions peuvent prendre en-delà de l'hormonothérapie, si, et ouais, et juste pour vous dire, donc en effet, on va probablement, donc on s'est rendu compte, et ça c'est assez récent, qu'il y a des patients qui faisaient des résistances primaires à l'hormonothérapie. Et il va y avoir dans pas longtemps des nouveaux médicaments qui vont arriver, des hormonothérapies de nouvelle génération dans le cancer du sein. Et là, a priori, on risquera de nouveau les utiliser en monothérapie. Pas forcément associés aux anti-CDK4/6. Les gros papiers, les phases 3 sont toutes publiées. On attend l'obtention de l'AMM européenne et de la retranscription dans le droit français, mais voilà, là, il y a eu de l'innovation, c'était assez intéressant, il y avait eu pas mal ben, il y a eu pas mal de nouveautés. Alors, je sais pas, on verra avec Félicia et Fabienne, mais si vous voulez, on peut faire début d'année prochaine ou fin d'année un petit topo sur les grosses breaking news de cancérologie, puisque il y a eu le congrès américain au mois de juin. La semaine prochaine, il y a le congrès européen. Donc, on verra ce qu'en pensent Félicia et Fabienne, mais on pourra faire un côté de un breaking news en cancérologie en 2025. 2026. Et non, Ok, oui, enfin, oui, oui, non, j'ai compris. Ah oui, ouais, en Ok, 2026. ok. Non, mais on est voilà. ultra en avance en PACA. Ouais. Bon, il y a Félicia qui vient vous faire un petit. Bon, désolée, voilà, salut. Mais non, mais coucou, merci Florian. Je suis avec Stéphane, là, on est en train, je sais pas si vous me voyez. Bon, voilà, merci beaucoup. J'espère que, voilà. Merci, merci Flo, merci tout le monde, hein, et à bientôt Allez, pour Octobre bon Rose. après-midi à Bon, t'aurais pu tous. faire